Très bien, donc notre atelier d'aujourd'hui, de la respiration à la méditation. Pour comprendre le sujet, déjà savoir en quoi consiste la méditation. Qu'est-ce que j'entends quand je dis de la respiration à la méditation? La définition la plus reconnue de la méditation, de l'état de méditation, c'est l'arrêt des pensées. Pour ceux qui ont déjà une expérience maintenant, un certain nombre de semaines, de mois dans les cours, vous savez déjà que en entraînant différentes techniques, respiration, technique corporelle, décontraction, visualisation, on a tout un ensemble de techniques qui visent d'atteindre un haut niveau de concentration pour arriver à un moment donné à l'état de méditation. Donc cet état de méditation, il est atteint à partir du moment où on est suffisamment concentré, on atteint un niveau de concentration très élevé qui nous permet d'arrêter les pensées. On est présent d'une certaine façon. Méditer, c'est être dans un état de présence plus élevé, un état de conscience, de lucidité qui vient de cette question de concentration. Donc je suis très présent, et à un moment donné, je ne suis plus en train de penser sur l'objet, je suis simplement présent dans ce que je suis en train de faire. Donc dans un sens, la méditation est un état plus étendu, plus large de présence et de conscience. Pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de confusion sur la méditation? C'est qu'on confond dans les termes exercice de méditation, état de méditation et exercice de préparation à la méditation. Si vous arrivez à distinguer ces trois choses, vous pourrez vous repérer de façon relativement aisée dans ce que sont les outils de méditation. Donc l'état de méditation, c'est ce que j'ai décrit ici. C'est l'état où les pensées s'arrêtent, un état de lucidité, de conscience. L'exercice de méditation, c'est un exercice de concentration qui vise cet état. Donc quand je vous dis maintenant, concentrez-vous sur un objet, concentrez-vous, que ce soit sur une image ou sur un son, pendant 2-3 minutes, vous posez votre attention dessus et vous ne faites plus rien d'autre. Ça, c'est un exercice de méditation, dans le sens, un exercice qui vise l'état de méditation. Mais souvent, on utilise le même terme, on dit « je médite ». Si on dit « je médite », on confond. On ne sait pas si dans ce « je médite », c'est « je médite », je suis entré en état de méditation, ce qui serait rare, mais on pourrait dire ça dans notre phrase, on pourrait vouloir dire ça, ou on est en train de dire « je suis en train de faire un exercice qui vise la méditation ». Donc il y a ces deux distinctions, et ensuite on confond aussi de façon courante actuellement les exercices qui préparent à la méditation. Respiration, décontraction, ce qu'on appelle par exemple aujourd'hui la méditation guidée. La méditation guidée n'est autre que généralement un exercice de relaxation et de visualisation, qui sont excellents pour se préparer à l'exercice de méditation, mais qui n'est pas l'exercice de méditation lui-même. Je vais vous montrer un petit schéma ici pour récapituler ça, pour que ce soit bien ancré et bien clair pour vous. Vous voyez mon écran? Donc vous avez ici l'exercice de préparation à la méditation, respiration, force, souplesse, relaxation, imagerie mentale. On a tout un bloc de techniques, mais qui ne sont pas en eux-mêmes des techniques de méditation, mais que dans le langage courant aujourd'hui, dans les apps, dans différents endroits, on va vous dire, voilà, maintenant, fermez les yeux et on va méditer ensemble. En réalité, de façon technique, pratique, concrète, les techniques vraiment de méditation sont les techniques ici à droite d'abstraction, de concentration, de saturation. C'est à partir du moment où on va poser l'attention sur une chose et rester concentré sur cette chose. Et en bas, vous avez l'état de méditation. J'ai mis ici des adjectifs qui sont liés: présence, plaisir, conscience. C'est le moment où on est tellement présent que notre état de conscience grandit. C'est clair déjà pour vous ces distinctions? À partir du moment où vous avez compris ça, compris ce schéma, il est relativement simple, mais ça vous permet déjà d'avoir une vision relativement claire de tous les outils qu'on propose dans notre méthode. Et donc, à travers ce schéma-là, vous comprenez le titre d'aujourd'hui, de la respiration à la méditation. La respiration, parmi d'autres outils, est un des meilleurs outils pour s'approcher d'une bonne concentration. C'est comme si vous voulez, on pourrait se dire, vu que notre objectif est d'atteindre la méditation et d'atteindre un haut niveau de concentration, on pourrait n'entraîner ensemble que la concentration. On pourrait se dire, on fait des cours de 30 minutes et des cours d'1 heure que de concentration.
et on prend tous un objet ensemble et pendant 1 heure, on essaie de se concentrer sur cet objet. Techniquement, ce serait possible. Je vois déjà dans vos regards venir, mon Dieu, si pendant 1 heure, j'ai que cet objet-là et rien d'autre, c'est extrêmement difficile. Si notre mental était très entraîné, très précis, qu'on avait la capacité de rester concentré, je dirais pourquoi pas. Mais à notre niveau, en fait, de dispersion, c'est presque une torture d'avoir juste un objet et de rester pendant 1 heure dessus. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement difficile de rester concentré. Se concentrer, c'est facile. Si je vous dis amener l'attention sur l'objet, en 1 seconde, vous allez tous amener l'attention sur l'objet. Si je vous dis maintenant rester concentré dessus, là c'est difficile. C'est là que commence la difficulté. Rester concentré sur un objet, c'est difficile et on va être confronté à notre instabilité physique, émotionnelle, mentale. Donc d'une certaine façon, atteindre l'état de méditation, c'est parvenir à supprimer notre instabilité physique, émotionnelle, mentale. Patanjali, qui est un auteur du 3e siècle avant Jésus-Christ, décrit la méditation comme Chitta Vritti Nirodha. Chitta Vritti Nirodha, en sanskrit, ça veut dire la suppression de l'instabilité de la conscience. Il y a beaucoup de traductions pour cette phrase, on peut le traduire aussi par suppression de l'instabilité du mental. Donc c'est le moment où on n'est plus dans l'instabilité du mental et on est parfaitement concentré, on atteint la méditation. Mais on peut le voir de manière plus large, pas juste comme le mental, mais comme la conscience, donc toutes nos instabilités. Si vous êtes en train de faire l'exercice de concentration et que vous ressentez votre dos, ah tiens, mon dos tire ou mon genou qui est en train de travailler, votre conscience, d'une certaine façon, n'est pas stable parce qu'elle est plus sur l'objet que vous souhaitiez ressentir, vivre ou sur lequel vous souhaitiez poser votre attention, mais elle est dans votre genou. Donc c'est une forme d'instabilité. Donc on va devoir travailler de façon profonde, nos techniques travaillent la stabilité physique, émotionnelle, mentale, l'ensemble des techniques. Et on va voir aujourd'hui comment la respiration fait ce travail de façon très intéressante. Petit exercice, ici j'ai dit à Pierre que c'était que théorique, mais ça va rester que théorique. Mais on va juste faire une observation de quelques secondes. Vous allez simplement fermer les yeux et essayer d'observer comment vous respirez en cet instant présent. Sans changer la respiration. Essayez d'observer comment est votre respiration. Vous fermez les yeux, vous amenez simplement l'attention en essayant de ne pas la transformer. C'est difficile de la rendre consciente sans vouloir la rendre plus profonde. Vous pouvez rouvrir les yeux. Comment elle était votre respiration? Ou en d'autres termes, par rapport à l'amplitude totale d'une respiration qu'on apprend dans les cours, la respiration complète, partie basse, médiane, haute, quel pourcentage on avait d'utilisation ici de la respiration? Environ 15%. 15%. Ouais, moi j'allais dire 20%, ouais, pas énorme quoi. Et Caro, tu dis la même chose? Ouais, la respiration, elle était là. En fait, j'essayais de ne pas y penser, mais ça restait en haut, oui. Alors 15-20%, c'est très optimiste en fait. Et parce que notamment si on amène l'attention dessus, c'est difficile de pas naturellement la rendre plus profonde. En fait, au quotidien, on utilise en général moins de 10%, voire moins de 5% en fait, de façon inconsciente. Ça, c'est le premier apprentissage, la base, le premier pas pour progresser en respiration, c'est déjà de rendre la respiration beaucoup plus ample. Donc le débutant, dès le premier cours, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit d'amener l'attention sur la respiration et de faire une respiration ample. On a à peu près une capacité respiratoire en moyenne autour de 5 litres, un peu plus que 5 litres en réalité, mais on a toujours une quantité d'air résiduelle dans les poumons. Il reste une certaine quantité d'air. Donc ce n'est pas toute la quantité d'air de nos poumons qui est renouvelée à chaque cycle respiratoire. Mais on va dire qu'en moyenne, on est capable de renouveler dans un cycle à peu près 5 litres d'air. Donc vous êtes capable d'inspirer 5 litres d'air. Sauf que nous, on est en train d'utiliser 5-10% de cette capacité-là. Il existe un grand nombre d'études sur les impacts de la respiration. Je vous en ai amené certaines aujourd'hui, je vais vous montrer certaines études.
Mais on a vraiment si vous voulez, la base de la réflexion sur la respiration, c'est à quel point elle est fondamentale au niveau physiologique. Le fonctionnement de vos cellules, de tout votre corps fonctionne avec l'oxygène. Le fonctionnement du cerveau fonctionne avec l'oxygène. Avec deux choses principalement, glucose et oxygène. Donc à partir du moment où vous optimisez ou vous négligez l'alimentation et la respiration, vous apportez ou pas ce dont le cerveau a besoin pour fonctionner. C'est fondamental à un point qu'on a du mal à se rendre compte si on n'est pas privé en fait de respiration, si on n'est pas privé d'oxygène. Le moment où on est privé d'oxygène pendant quelques minutes, là on a une perception vraiment physique immédiate, extrêmement violente de l'importance de la respiration. C'est quasiment un des seuls processus qu'on ne peut pas interrompre, tellement il est important. On peut s'arrêter de regarder, on peut s'arrêter de faire un tas de choses physiologiquement. Éventuellement, si, je ne sais pas, la digestion ou n'importe quel fonctionnement pouvait s'arrêter. Même chose avec le cœur. Les deux, d'ailleurs, sont très liés. Les battements du cœur et la respiration. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on observe si quelqu'un est encore en vie. Les signes vitaux les plus fondamentaux, on regarde s'il y a encore le pouls et si la personne est en train de respirer. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il n'y a pas une connexion, bon ça c'est une curiosité juste intellectuelle, mais c'est pas simple de déterminer en fait si une personne est encore en vie ou pas. C'est des signaux en fait vitaux qu'on observe à travers la respiration et les battements du cœur, mais il n'y a pas une coïncidence totale entre les deux. Elle est très très grande malgré tout. Donc la respiration, en fait, elle est vitale, tout simplement. Si je voulais dire une seule chose pour notre quotidien, la respiration, elle est vitale. Et à partir du moment où vous allez respirer de façon plus ample, tout le fonctionnement de votre corps va être optimisé. Il y a deux façons, en fait, de se rendre compte de l'importance de la respiration. La première, c'est de s'arrêter de respirer pendant longtemps, mais c'est pas ce qu'on va faire ensemble. Ce serait pas très agréable comme méthode. Nous, on va faire l'inverse. Vous pouvez vous rendre compte de l'importance d'un conjoint ou d'un ami quand il est absent. Parce que ça fait mal le fait qu'il ne soit pas là. Ou vous pouvez faire le chemin inverse qui est de faire attention à la présence. Et avec la respiration, c'est la même chose. On va prendre conscience de toute son importance parce qu'on va amener l'attention dessus. Et on va faire une grande inspiration. Et quand on est entraîné à ça, quand on est attentif, on va percevoir déjà. On va lui donner beaucoup plus de valeur, simplement en étant attentif à sa présence, en étant concentré dessus. Et de façon presque automatique, prendre conscience de la respiration et la rendre plus ample, ça va quasiment ensemble. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous amenez l'attention dessus, vous aviez déjà envie de faire une respiration plus ample. Rien qu'en parlant de respiration, on a déjà envie de rendre la respiration plus ample. On dit mais pourquoi ma respiration n'est pas plus ample ? Donc la base de l'apprentissage, c'est ça, mais ça ne s'arrête pas ici, ça c'est pour débutants. Dans les premières semaines, on va mettre en place une respiration plus ample. Une fois que ça commence à se ressentir, ça commence à se mettre en place, on va ensuite rajouter des rythmes dans la respiration. Rétention avec air, on va mettre en place les 4 phases de la respiration. Inspiration, rétention avec les poumons pleins, expiration, rétention avec les poumons vides. Une fois que ces 4 phases sont en place, on va jouer avec le rythme et on va voir ensemble les différents rythmes. Une utilité de jouer avec les rythmes, c'est de transformer notre état physique et émotionnel. Il existe un lien très profond entre vos émotions et le rythme de votre respiration. En réalité, le rythme de différents processus à l'intérieur de notre corps, aussi le rythme cardiaque, rythme de circulation du sang. Dès que vous êtes d'une certaine façon en danger, votre corps accélère. Quand vous êtes dans une situation plus calme, plus tranquille, votre corps ralentit. Il n'a pas besoin de mobiliser ses capacités de façon aussi forte. Et donc, quand on commence à voir ce lien, qu'à chaque fois que vos émotions se transforment, le rythme de votre respiration se transforme, peu importe l'émotion, que ce soit vers le plus calme ou vers le plus tendu, plus de stress, plus de colère, la respiration se transforme. À partir du moment où vous percevez ça, vous pouvez travailler sur votre respiration à l'inverse pour transformer la réaction émotionnelle. Donc l'émotion a un impact sur le rythme de la respiration. Le rythme de la respiration travaillé de façon consciente va avoir un impact sur l'état émotionnel. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention
observez que certaines personnes vous passent une sensation de tension. Ils vous ont rien dit, ils vous ont pas parlé, on a l'habitude de percevoir un certain nombre de signaux. Et un des signaux principaux, c'est le rythme de la respiration de cette personne. Si vous accélérez le rythme de votre respiration, peu importe votre état émotionnel, vous allez passer une sensation d'instabilité aux gens autour de vous. Si je donne la même explication ici, en étant en train de respirer rapidement, là, la perception de mon interlocuteur, elle est vraiment d'une sensation d'inconfort, d'instabilité. Si à l'inverse, je respire lentement, et vous pouvez utiliser ça dans des moments de stress pour pas que votre stress et émotion soient perçus déjà par votre interlocuteur. Ça trompe d'une certaine façon l'interlocuteur. Si je suis très tendu mais que je respire très lentement, et je vous dis je suis très stressé ici, un niveau de tension terrible. Là, à nouveau, vous regardez, vous dites c'est pas possible. Je regarde et j'ai pas changé mon état émotionnel, j'ai juste changé le rythme de ma respiration. Donc vous pouvez tromper l'ennemi d'une certaine façon avec une respiration lente, mais encore mieux que ça, vous pouvez vous tromper vous-même dans le bon sens. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire croire à vous-même que vous êtes dans une situation de confort. Parce qu'à partir du moment où je respire très lentement, non seulement je vais vous faire croire à vous que je suis détendu, mais à moi-même, mon corps va capter cette information. Mon corps, il se dit, s'il est en train de respirer lentement, tranquillement, c'est qu'il n'y a pas de danger. Et donc l'ensemble du corps va se relâcher. Là, je vous l'ai fait pendant 30 secondes. Imaginez si pendant 5 minutes, j'avais fait cette respiration plus lente. Ce ne serait pas juste que je jouais le fait d'être détendu, c'est que j'aurais été vraiment dans un état beaucoup plus profond de décontraction. J'ai une question, Jonathan. Vas-y, Mathilde. Je me demande, qu'est-ce qui fait que dans une situation de danger, on accélère la respiration? Parce que tu as besoin de mobiliser toutes tes capacités. Donc tout le corps s'accélère pour que tu sois... C'est le phénomène du stress. Le stress, il va aller puiser dans notre corps toutes nos ressources cachées. Si tu veux, il y a un fonctionnement au quotidien qui est bon pour le long terme, qui privilégie le long terme, qui privilégie le fait de ne pas être fatigué. Tu mobilises tes capacités mentales, en principe, tu n'es pas censé être fatigué. Tu parles avec un ami, tu n'es pas censé être fatigué à la fin. Donc ça, c'est l'utilisation un peu quotidienne de nos capacités. Seulement pour la survie, on a besoin d'un autre mécanisme qui aille chercher, qui aille brûler les capacités plus cachées, mais qui va nous fatiguer beaucoup. On a un système de survie qui fait qu'on mobilise toutes nos capacités. C'est un deal, un échange d'une certaine façon avec la nature entre le court terme et le long terme. Quand vous voyez dans les reportages d'animaux, bon, pas beaucoup de gens qui regardent vraiment le reportage, mais on a tous vu des vidéos virales d'un lapin en train d'essayer de s'échapper ou d'une antilope en train d'essayer de s'échapper. Ils ont une performance extraordinaire. Sur les 20 minutes de course, ils courent comme jamais. Et pour ça, la respiration va très vite, le cœur va très vite, toutes les capacités sont au maximum. Par contre, s'il arrive à s'échapper, notre lièvre, après il va dormir pendant toute la journée. Donc ça a été un deal sur les 20 minutes, il a mobilisé toutes ses capacités, mais en échange d'une fatigue, d'une tension. Et le problème de ça, c'est que c'est extrêmement efficace, il faut le stress pour survivre. Le problème, c'est qu'on a tendance à le mobiliser, à rester dans cet état de tension et de mobilisation de nos capacités plus cachées en permanence. Et là, c'est très délétère. Là, on se fatigue, on ressent tous les effets que vous connaissez déjà du stress, viennent pas du stress en lui-même, c'est pas un problème que le stress, le problème c'est la fréquence avec laquelle vous activez le stress, voire un stress même un peu une tension presque permanente, une préoccupation permanente. Et un des premiers outils que vous avez pour transformer l'état dans lequel vous êtes, c'est la respiration et notamment le rythme de la respiration. Donc on va voir ensemble les différents rythmes respiratoires et leurs implications. On a 6 rythmes respiratoires principaux que vous allez découvrir au fur et à mesure dans les cours. Je vais vous les citer ici par ordre d'avancement, par niveau de difficulté d'une certaine façon. Donc on introduit en général pour les débutants les premiers rythmes et on avance progressivement. Le premier rythme, c'est le rythme 1-1-1-0. Qu'est-ce que je veux dire par 1-1-0 ? C'est
le même temps pour inspirer, garder les poumons pleins, expirer. Pas de rétention avec les poumons vides. Là, je vous donne les proportions entre les 4 phases quand je dis 1, 1, 1, 0. Donc ça va être par exemple 5 secondes pour inspirer, 5 secondes de rétention avec les poumons pleins, 5 secondes pour expirer, pas de rétention avec les poumons vides. Rythme 1, 1, 1, 0. Deuxième rythme possible, je vous donne déjà 3 rythmes et après je les décrypte. Deuxième rythme possible, 1, 2, 1, 0. On double le temps de rétention avec les poumons pleins. Donc par exemple 5 secondes, 10 secondes, 5 secondes. Troisième rythme possible, 1, 2, 3, 0. Donc 5 secondes pour inspirer par exemple, 10 secondes de rétention avec les poumons pleins, 15 secondes pour expirer. Rythme 1, 2, 3, 0. Donc vous avez ici déjà 3 rythmes. Quelle va être la différence entre ces rythmes? Première chose, si vous mettez en place un rythme stable, la tendance c'est que votre état émotionnel soit plus stable. Vous pouvez déjà utiliser ça presque peu importe le rythme. Un rythme par exemple 1-1-0 ou 1-1-1-1, on a le même temps pour chaque phase, pour les 4 phases, va nous amener dans un état plus stable. C'est physiologique, c'est biologique. C'est presque impossible de respirer de façon rythmée pendant 10 minutes et d'être dans le même état d'énervement. En fonction de ce que j'ai expliqué auparavant, le lien entre émotion et respiration est si profond que physiologiquement, si vous respirez de façon rythmée pendant 5 minutes, 10 minutes, nécessairement, ça vous amène dans un état de plus de stabilité. Vous l'avez tous déjà vécu, même dès le premier cours. On fait 5 minutes, 10 minutes de respiration, on sent déjà que notre état est changé. Par contre, il y a des moments où on n'a pas envie de respirer, c'est là la difficulté. Quand on est en colère et que notre ami nous dit « assis-toi et respire », on n'a pas forcément envie de le faire. Si vous l'avez suffisamment entraîné, suffisamment régulièrement, ça devient un automatisme, c'est facile de le mobiliser. Il suffit que vous-même vous vous rendiez compte que vous êtes dans un état de tension et vous allez reprendre une respiration plus profonde. Par contre, si vous n'aviez pas l'habitude dans votre quotidien ou de façon hebdomadaire de vous entraîner à la respiration, là c'est beaucoup plus difficile à mobiliser. On sait le faire d'une certaine façon, votre ami sait respirer plus profondément. Bon an, mal an, il pourrait se débrouiller, mais il n'a pas envie, il n'a pas l'habitude de faire ça, c'est pas naturel pour lui. Mais à partir du moment où vous êtes entraîné de façon hebdomadaire, vous pouvez vraiment l'utiliser dans les moments d'émotions fortes de manière générale, que ce soit colère, stress, etc. Dans le cadre d'une émotion plus dans le sens de la tristesse, là c'est un petit peu différent. Parce que la tristesse manque de mouvement, c'est pas qu'on a besoin de restabiliser. On est déjà stable, mais on est stable dans le sens inertie. Et pas stable dans le sens actif, mais stabilité active. Et donc dans ce sens-là, dans la question de la tristesse, il faut plutôt amener du mouvement. Les techniques qu'on va utiliser dans ce sens-là, c'est plutôt respiration rapide. Respiration rapide, technique de force, on va essayer de se mettre en mouvement. Si vous dites à votre ami qui est déprimé, respire lentement, inspire, expire, vous allez juste empirer, vous n'allez pas empirer, parce qu'on ne va pas faire du mal de respirer plus profondément, mais vous n'allez vraiment pas résoudre la question. Le fait de respirer très lentement ne va pas le sortir de son état d'inertie. Par contre, respiration rapide pendant plusieurs minutes par jour, là ça va faire du bien. Technique de force pendant plusieurs minutes, technique intense, là ça va faire du bien. Donc en fonction de si on veut amener vers plus de calme, on va utiliser des rythmes plus lents, et plus de dynamisme, on va utiliser des rythmes plus rapides comme celui de la respiration rapide. Ensuite, donc ça c'était le 1-1-0. Le 1-2-1-0, quel intérêt il a? Qu'il a une plus longue rétention avec les poumons pleins. Quand vous gardez les poumons pleins, vous stimulez de façon très profonde votre corps. Donc c'est extrêmement intéressant. Les longues rétentions poumons pleins ou poumons vides sont extrêmement intéressantes au niveau physiologique. Votre corps se met en activité. Quand vous bloquez la respiration, votre corps est stimulé. Vous allez percevoir ça assez rapidement au bout de quelques semaines de cours. C'est très agréable de faire des longues rétentions. Le corps est à la fois dans un état de détente mais de stimulation. C'est notamment pour ça, je pense, que les apnéistes, que c'est intéressant de faire de l'apnée. On a beaucoup d'élèves qui font de l'apnée. Donc j'ai pu les accompagner depuis plusieurs années. Et je pense qu'une des satisfactions profondes de l'apnée est simplement le fait justement de rester en rétention. Parce qu'au moment où on reste en rétention, et si en plus on fait une activité physique en même temps, le corps se stimule de l'intérieur. Donc dans ce sens-là, le rythme 1-2-1-0 est déjà beaucoup plus intéressant parce qu'il y a une longue rétention avec les poumons pleins.
Le rythme 1, 2, 3, 0, lui, est intéressant parce qu'il y a une très longue expiration. Et les longues expirations vont vous servir à décontracter votre corps. En gros, l'inspiration sert à capter de l'énergie, de la vitalité. Les rétentions à stimuler le corps et les expirations à vous décontracter. Donc quand on veut se décontracter, on va mettre l'accent sur l'expiration. Plus l'expiration est longue, plus le corps va se détendre. Si je vous dis détendez-vous, relâchez-vous, naturellement, on a tendance à souffler l'air, on a tendance à faire sortir l'air. Donc là, on a nos 3 premiers rythmes. 4e rythme classique, 1-1-1-1. Le même temps pour inspiration, rétention avec les poumons pleins, expiration, rétention avec les poumons vides. Je vous donne déjà les 3 derniers, donc les 2 autres pour finaliser nos 6. Rythme 1-2-1-2. Et là, vous comprenez immédiatement qu'il est plus avancé et qu'il va stimuler profondément le corps, puisqu'il y a très longue rétention avec air, très longue rétention avec les poumons vides. Et le plus avancé de tous, c'est le rythme 1-4-2-0. Donc il n'y a pas de rétention avec les poumons vides cette fois, mais il y a 4 fois le temps de rétention avec les poumons pleins. Donc on inspire par exemple en 4 secondes, on garde les poumons pleins 16 secondes et on expire en 8 secondes. Là, on va avoir une stimulation encore plus intéressante et plus forte du corps. Ce rythme-là est le rythme par excellence de nos techniques qu'on va viser, mais qu'on ne va pas faire tout de suite. Vous allez prendre quelques mois avant d'y arriver. En général, au bout de 6 mois, 1 an, on commence à vous donner ce rythme 1-4-2. C'est pas que vous ne seriez pas capable de le faire dès aujourd'hui. Si je vous dis inspirez en 3 secondes, gardez les poumons pleins 12 secondes, expirez 6 secondes, vous allez y arriver. Mais c'est plus intéressant de commencer à maîtriser les premiers rythmes et notamment de commencer à augmenter la mesure de base. Parce que les rythmes respiratoires ont l'air faciles, mais c'est parce qu'on ne prend pas en compte la mesure de base. On ne prend pas en compte combien de secondes vaut ce 1. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous prenez 4 secondes, le rythme que je vous ai donné en 4e, le rythme 1-1-1-1, il est très facile. Même temps pour chaque phase. Avec 4 secondes, c'est très facile. Maintenant, si je vous prends 10 secondes pour chaque phase, 10 secondes pour la mesure de base, là, c'est une autre histoire. Faire 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, c'est déjà beaucoup plus avancé. Et avec le rythme 1-4-2, 10 secondes, 40 secondes, 20 secondes, là, c'est très avancé. Donc si vous prenez une mesure de base relativement bonne, qui est une dizaine de secondes pour un élève qui est déjà bien entraîné, vous comprendrez pourquoi j'ai classé ces techniques respiratoires dans cet ordre-là. Il y a vraiment un avancement beaucoup plus grand pour le 1-2-1-2 et le 1-4-2-0 sur des rythmes, sur des mesures de base fortes. Et donc à votre niveau, allez-y progressivement. Vous pouvez faire en gros les 4 premiers dans un premier temps. Commencez par les 4 premiers. Soyez déjà bien aguerri avec les 4 premiers. Et après, naturellement, au bout de quelques mois, on passera aux 2 derniers. Des questions juste sur les rythmes que j'ai donnés? J'ai une question sur l'utilisation de ces rythmes. Justement, hier, j'avais une visio avec une personne qui travaille dans l'armée à propos des top techniques d'optimisation du potentiel. Je ne sais pas si ça parle. Oui, j'ai déjà entendu parler. Et je lui demandais, je lui ai dit dans 2 semaines, j'ai un triathlon. On sera à 160 à partir au même moment dans l'eau. Je sais que mon cœur il va partir dans tous les sens. C'est rien que d'y penser, je sais que je sens que ça s'active. La question, c'est en fait, c'est avant cet effort sportif, que faire? Alors lui, ce qu'il m'avait dit hier, et donc c'est pour ça que j'essayais de faire le lien, il me disait la première chose, c'est pas de chercher la relaxation, ça va être il m'a dit inspirer, retenir la respiration et s'échauffer d'abord. Donc en fait, ça fait peut-être le lien avec la respiration, le deuxième schéma, là, 1-2-1-0. On stimule le corps en faisant de la rétention poumon plein. Donc je pense que lui, en plus, il faisait les mouvements d'échauffement. Et après, il proposait respiration rapide, mais je ne maîtrise pas du tout, genre. Mais voilà. Donc, c'est ce qu'il m'a dit hier. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Principalement, on combine ici deux exercices qu'on fait beaucoup dans nos cours de 30 minutes, qui est une respiration rythmée en prolongeant la rétention avec air. Donc ça, par définition, ça va stimuler le corps, ça va le mettre dans des bonnes dispositions. Et respiration rapide, qui est la respiration
magique d'une certaine façon, enfin accessible à tout le monde, et en très peu de temps, en quelques minutes, on augmente de façon très forte l'oxygénation du corps. La respiration rapide est tellement forte qu'elle est déconseillée aux apnéistes juste avant de rentrer dans l'eau. Parce que ça va tellement fausser le niveau d'oxygène qu'ils ont dans le cerveau que ça peut être dangereux pour eux, hein. Parce qu'ils vont, quand je parle des apnéistes, c'est que j'ai beaucoup accompagnés, ils restent sans air et ils nagent dans la piscine. Et on a des élèves qui sont autour de 150 mètres, 200 mètres. Oui. Il y a des records nationaux. Et donc pour ce type de performance en compétition, c'est très déconseillé de faire la respiration rapide juste avant. Dans les 30 minutes avant, il ne faut pas faire de respiration rapide parce que sinon ça fausse la perception du cerveau et du coup il ne va pas donner la bonne information pour revenir au bon moment. Parce que c'est dangereux quand on fait un certain nombre de mètres. Hormis ce cas-là, c'est-à-dire hormis ce côté un peu faussé, la respiration rapide, elle est excellente avant l'effort. Donc ce serait valable dans pas mal de situations. Mais oui, respiration rapide. Comment est-ce qu'on prépare les sportifs de haut niveau? Et c'est valable pour les sportifs amateurs. On va créer une série de techniques, un enchaînement de techniques. Ça dépend le temps, il faut voir un peu toute la préparation en amont. Par exemple, pour les apnéistes, on pourra en discuter plus précisément pour ta préparation. Les apnéistes, 1 heure avant, en général, ils ont une routine. On leur crée une routine d'une vingtaine de minutes où ils vont faire un certain nombre de techniques, respiration rapide, respiration lente, etc. Des techniques ça ressemble un petit peu à notre cours de 30 minutes, si tu veux, qu'on a fait aujourd'hui. Sauf qu'on va vraiment l'axer sur la performance qu'on souhaite avoir. Une technique qui est extraordinaire pour les sportifs et qui va être utilisée aussi par tout le monde, c'est la visualisation, la mentalisation. Donc aussi le fait, tu vois, que tu disais déjà, ta préparation mentale, c'est « Ah, mon cœur va accélérer ». Ok, ça c'est bien de s'y préparer, de savoir qu'il va se passer ça, mais de savoir aussi comment tu vas réagir. Préparer déjà mentalement. Dire voilà, là, dans cette situation, mon cœur va avoir tendance à accélérer, je vais ressentir tel symptôme, voilà comment je vais réagir, voilà comment je veux que mon corps réagisse dans cette situation. Ça, c'est la préparation, le début de la préparation mentale, qui est un thème qu'on traite aussi beaucoup dans nos ateliers. Ça va, Pierre, pour ta question? Ouais, Après, c'est bien. on peut en discuter. Pour ta préparation spécifique pour le triathlon, on peut en rediscuter plus amplement. Alors, pour avancer sur cette question, d'une certaine façon, notre corps a un fonctionnement inconscient permanent et extraordinaire. Un tas de fonctions qui se passent à chaque instant, de digestion, de circulation du sang, du battement du cœur. Il y a tout un univers inconscient de fonctionnement du corps en permanence. Et les émotions aussi elles-mêmes vivent dans l'inconscient de façon très profonde en permanence. On a vu qu'il y a un lien entre les deux, entre le rythme de notre corps et les émotions. Et on aimerait bien accéder à tout cet univers inconscient de notre corps. Sauf que si je vous dis maintenant, soyez simplement plus conscient de votre corps, chose qu'on fait un peu au tout début du cours, on dit soyez attentif. Mais si on vous donne juste cette indication, c'est difficile. On n'a pas beaucoup pour pénétrer. Quelle est la clé, la porte d'accès pour plonger dans notre inconscient au niveau physiologique? C'est relativement difficile. Si je vous demande, amenez votre attention sur votre corps et ralentissez les battements de votre cœur. C'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui ne serait pas très entraîné à ça. Peut-être un apnéiste y parvient parce qu'il a entraîné ça pendant des années, mais sinon c'est difficile. Par contre, on a un pont extraordinaire qui est la respiration. Parce que la respiration, elle est complètement inconsciente, vous n'avez pas besoin d'y penser pour respirer, elle se fait toute la journée, mais sur ce processus-là, vous êtes capable très facilement d'amener l'attention dessus et de le transformer. C'est pour ça que la respiration est extraordinaire pour travailler au niveau émotionnel, pour travailler au niveau physiologique, parce qu'elle, non seulement elle-même est facile à transformer, mais elle sert de porte d'accès à toutes les autres perceptions d'une certaine façon. Quand je vous dis maintenant fermez les yeux, respirez de façon plus profonde, là c'est facile de plonger à l'intérieur de soi. D'une certaine façon, ça nous sert, c'est une clé, un pont pour nous faire plonger dans nos perceptions internes. Autant c'était difficile si je vous disais simplement plonger dans vos perceptions internes, sinon je vous dis prenez conscience de la respiration, commencez à ressentir vos poumons, commencez à ressentir le fonctionnement interne du corps. Par la respiration, ça va nous ouvrir tout un univers de perception. Et c'est là que c'est intéressant.
Parce qu'au-delà du fait que changer le rythme respiratoire nous faisait transformer notre état émotionnel, changer la respiration, être conscient de la respiration, nous ouvre aussi d'une certaine façon les portes d'une transformation, de la visualisation. Les différentes techniques qu'on va faire vont se compléter. On s'est concentré sur la respiration, on fait de la décontraction, on fait de la visualisation. Tout ça nous permet de plonger profondément à l'intérieur de soi, de façon concrète, physiologique, mais avec un niveau de perception accru. Et c'est aussi pour ça que commencer les cours par la respiration est très intéressant. C'est plus facile que de commencer par une technique corporelle, par exemple. Pierre, tu n'as pas encore découvert les cours d'une heure. Dans les cours d'une heure, on va avoir un travail physique de façon intense. C'est plus difficile de développer un niveau profond de perception à travers une position de force ou une position de souplesse. Le fait d'avoir commencé avant par la respiration nous donne un rapport au corps de perception plus subtil. Dans ce sens-là, la technique de respiration, elle est très intéressante comme introduction aux autres techniques. Autre élément important, c'est qu'on va s'entraîner à respirer de façon optimale. Déjà, comme je disais, respiration bien plus profonde, utiliser une plus grande capacité respiratoire. L'idée, c'est que vous respiriez de cette façon-là aussi au quotidien. Ce n'est pas juste pendant les quelques minutes du cours. Ou en tout cas, que progressivement, votre respiration soit beaucoup plus ample. Évidemment que ce n'est pas en 2-3 semaines que vous allez avoir 100% de votre capacité respiratoire. Mais progressivement, on va donner l'indication à notre corps d'une certaine façon que c'est comme ça qu'on souhaite respirer. Si pendant 5 minutes, 10 minutes, on est concentré, on respire de façon plus profonde, on envoie le message profond à notre corps et à nouveau à notre inconscient. On a plongé dans l'inconscient, on est intervenu d'une certaine façon et on donne cette indication que c'est comme ça qu'on souhaite respirer. Ce ne serait pas cohérent que si vous pratiquez vraiment de façon régulière nos techniques pendant un certain nombre de mois, voire d'années, ce que je décrivais tout à l'heure comme la personne qui est très tendue, qui respire très vite, etc., c'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui est pas... Il y a un travail qui ne fonctionne pas d'une certaine façon. Quand vous avez un pratiquant qui est déjà plus ancien, qui a déjà de l'expérience, naturellement, ça va toucher aussi votre façon de respirer au quotidien. Si on veut visualiser d'une certaine façon le travail que je suis en train d'évoquer ici, c'est une métaphore bien sûr que je vais vous donner là avec le poisson. Ça c'est l'état, ce poisson-là, c'est son état naturel quand il est dans l'eau et quand il est stressé, il a cette forme-là. Et d'une certaine façon, notre travail physiologique, c'est de faire tout le chemin. Qu'est-ce qu'on dirait à notre ami poisson ici? On lui dit attends, respire, détends-toi. Retrouve le poisson qui veut méditer, il arrive, il tape à la porte ici parce qu'il veut rentrer en état de méditation. On va lui dire attends, avant de rentrer en état de méditation, tu vas d'abord te détendre, tu vas d'abord respirer, tu vas d'abord faire tout ce travail-là de façon régulière jusqu'à ce que son état quotidiennement le plus possible dans la journée soit proche de ça. Donc il y a un lien vraiment intime, profond entre les deux, entre le fait de créer cet état pendant quelques minutes dans la journée. Il faut que naturellement ça commence à infuser et à toucher votre quotidien. Ça peut être utilisé comme on l'a évoqué ici avec Pierre, de façon pragmatique pour se préparer à un challenge, mais ça doit aussi infuser dans les différentes activités du quotidien. Donc on apprend à respirer de façon idéale pour continuer à respirer de cette façon idéale dans le quotidien. Vous pouvez aussi y penser dans la journée. C'est pas y penser toute la journée et devenir obsédé par la respiration, mais à différents moments de votre journée, vous êtes en train d'attendre dans les transports, vous êtes en train de faire la queue, vous êtes dans une réunion, rien ne vous empêche de prendre une respiration plus profonde, simplement ça. Et si vous voulez jouer un peu avec la respiration, vous inspirez, vous gardez les poumons pleins, vous expirez. Vous pouvez tout à fait, devant une série ou devant un film le soir, vous choisir de respirer de façon rythmée. Ça va commencer à faire ce travail-là de façon inconsciente, d'amener une respiration beaucoup plus ample et la respiration que vous souhaitez. Si on était capable déjà de passer de 10% d'amplitude de respiration à 20%, ce serait déjà extraordinaire. Et si un jour, après un certain nombre d'années, on était capable de respirer de façon rythmée dans notre quotidien, là, la transformation, notre niveau de perception et d'interaction avec le monde change de façon profonde, comme vous pouvez le ressentir vous-même dans un cours de 20 minutes, de 30 minutes, d'une heure. Pendant les 20 minutes de respiration, vous sentez qu'il y a une transformation. C'est cette transformation qu'on va essayer aussi d'amener dans le quotidien.
on a essayé ensemble de comprendre le niveau physique et le niveau émotionnel, l'impact que la respiration a au niveau physique et au niveau émotionnel. Donc physique, c'est simplement déjà le fait de nourrir notre corps, c'est vital, c'est fondamental. Et au niveau émotionnel, on a compris comment est-ce qu'on peut, grâce à la respiration, transformer notre état de stabilité. Mais ce que j'ai décrit au début, c'est de la respiration à la méditation. Comment est-ce qu'on va faire ce chemin ici, ce dernier niveau, au niveau mental ? La première chose, c'est qu'il existe un lien très profond entre les trois, physique, émotionnel, mental. Lorsque vous êtes instable au niveau physique, c'est très difficile d'être stable au niveau émotionnel. Si vous avez mal au genou, vous avez mal à une dent, c'est très difficile de rester stable émotionnellement. Dans le livre Méditation et connaissance de soi du professeur de Rose, que certains ont lu et les autres, je vous invite à le lire, il énonce la règle suivante, c'est que le plus dense éclipse le plus subtil dans la nature. La lumière du soleil éclipse la lumière des étoiles. S'il y a la lumière du soleil, on ne perçoit plus la lumière des étoiles. Le physique est ce qu'il y a de plus dense. Mon bras, mes jambes, tout mon corps est ce qu'il y a de plus dense. Les émotions, elles sont plus légères. Les pensées sont encore plus légères. Qu'est-ce que je veux dire par légèreté ? Ça peut même être perçu. Le physique dense, je le perçois directement. Je vois quelqu'un qui est blessé, je le vois immédiatement. Les émotions qui varient, ça se voit, ça se ressent. Les gens sensibles perçoivent quelqu'un qui change d'état émotionnel. Les pensées, là, c'est encore plus difficile à percevoir. Il y a une forme quand on discute ensemble, d'échange de pensées, de communication, mais c'est à un niveau beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus difficile ça ne s'affiche pas comme s'affiche le corps physique. Donc, c'est différents niveaux de subtilité. Et quand quelque chose de dense est instable, c'est très difficile d'accéder au niveau du dessus. Si vous avez mal quelque part, c'est difficile d'être stable émotionnellement. Si vous êtes instable émotionnellement, c'est très difficile de se concentrer et d'avoir accès facilement aux pensées. Les jours où vous êtes très énervé, c'est très difficile de se concentrer sur ce que vous voulez. Votre colère vous ramène, vous disperse vers l'objet de colère. Et d'ailleurs, quand on veut vivre quelque chose d'agréable émotionnellement, on a tendance à créer aussi une stabilité au niveau physique. Dans quel restaurant on va inviter notre futur petit ami ? On va inviter dans un restaurant calme. On va pas inviter si on veut quelque chose une romance, de l'ordre de la romance, on va créer les conditions physiques stables, calmes, pour pouvoir justement profiter du plan émotionnel. Et d'une certaine façon, on a besoin de cette stabilité aussi au niveau physique, émotionnel, pour arriver au niveau mental, à une bonne concentration. Donc vous pouvez certes vous dire, mon objectif c'est d'améliorer la concentration, comme je l'ai dit au début, mais on va avoir besoin de cette base-là. Donc déjà tout le travail qui a été fait que la respiration permet au niveau physique et émotionnel, de plus d'énergie, plus de vitalité et plus de stabilité, vont être les deux étapes préliminaires fondamentales pour arriver à un bon niveau de concentration. La plupart du temps, votre problème n'est pas la capacité de concentration, mais de créer les bonnes conditions pour se concentrer. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « je suis nul en concentration ». Il y a des gens très brillants qui réalisent des grandes choses, etc., et qui me disent « je suis en permanence dispersé, je dois avoir un problème de concentration ». Aujourd'hui, quasiment tout le monde me dit ça. Et la plupart du temps, ce n'est pas un problème de concentration. C'est un problème d'émotion, c'est un problème de stress, c'est un problème de tension. Mais la capacité pure de concentration, elle est là. C'est-à-dire, si les gens sont arrivés à construire des grandes choses, à rentrer dans des grandes écoles, etc., tout ce qu'ils ont réalisé jusque-là montre qu'ils ont la capacité de concentration. On a été concentré dans notre vie à beaucoup de moments et très efficace. Seulement, on perd cette capacité de concentration à cause de tous les éléments autour. Il y a une étude très intéressante sur la respiration que je vais vous montrer ici, où ils ont fait la chose suivante. Ils ont pris deux groupes, un groupe test et un groupe qui faisait 30 minutes de respiration. Des gens débutants qui n'avaient jamais respiré auparavant, ils ont essayé de tester leur efficacité. Niveau vraiment de concentration, efficacité, sur un test qu'on appelle Cancellation Letter. On montre des lettres, il faut séparer des lettres. Donc un test vraiment très simple d'efficacité. Ils se sont rendus compte après 30 minutes de respiration, quel était le résultat en termes de nombre d'erreurs. Et selon vous, de combien avait baissé le nombre d'erreurs après 30 minutes de respiration ?
Ceux qui m'ont pas déjà entendu parler de cette étude dans une autre, 30%. un autre atelier. Combien t'as dit, Pierre? 30%. 30%, c'est pas mal. Caro, tu as déjà entendu? Tu peux tenter ta chance aussi. Je tente ma chance. Ouais, je vais être encore plus optimiste, 80%. Ah ouais, là, vous êtes, Bon, vous allez loin. 40% pour dire un peu plus. Vous allez loin. Si on avait un outil mobilisable qui améliorait déjà de 5% prouvé, Et voilà. ce serait déjà extraordinaire. J'aurais tendance à dire que toutes les entreprises aimeraient avoir un outil gratuit qui, de façon que tout le monde peut utiliser, 100% des employés peuvent utiliser de façon simple et qui diminuerait déjà toutes les erreurs de 5%, ce serait déjà extraordinaire. Mais la réponse est très proche de ce qu'a dit Pierre, c'est 33%. On n'est pas arrivé jusqu'au 80%, Caro, mais déjà 33%, c'est énorme. Imaginez un tiers d'erreur en moins. Les gens font un tiers d'erreur en moins sur ce test-là, bien sûr. Il faudrait tester de façon plus large. Mais sur ce test-là, on a un tiers d'erreur en moins après 30 minutes de respiration. Pourquoi? Parce qu'on est dans un état plus stable et donc du coup, mentalement, on est plus présent. Et ils sont allés plus loin dans ce test-là. Ils ont fait la respiration alternée qu'on vous apprend aussi assez rapidement dans les cours. Inspirer par une narine, expirer par l'autre narine. Inspirer, expirer, c'est très simple. 30 minutes de respiration alternée, ils ont eu 42% de diminution des erreurs. Et ils sont allés plus loin, ils ont testé que la narine gauche et que la narine droite. Ils se sont rendus compte que la narine gauche travaillait sur l'hémisphère droit du cerveau et la narine droite l'hémisphère gauche. D'une certaine façon, stimulait davantage un hémisphère que l'autre. Et donc pendant 30 minutes de respiration avec la narine droite, ils obtenaient un résultat proche de 40% de diminution des erreurs. Parce que ça stimulait la bonne partie du cerveau. Et l'autre narine, quasiment 0%, pas d'impact. Parce que sans doute ça stimulait l'imagination et d'autres facultés. Je vous amène cette étude pour se dire, tiens, il y a en fait un outil extrêmement puissant ici qu'on utilise relativement peu. Et il y a un impact immédiat. Vous pouvez Moi, ce qui m'intéresse au-delà de l'étude, c'est que vous le ressentiez par vous-même. Vous sentiez que vous fassiez 30 minutes de technique ensemble. Et ah oui, là, je suis dans un état de clarté, de perception qui est différencié, et qu'à partir du moment où je vais faire ça de façon régulière, je vais introduire ça dans mon quotidien. Et imaginez ici l'impact. Peut-être que les 80%, on les aurait obtenus, Caro, avec une pratique de la méthode de Rose de 30 minutes, là, avec toutes nos techniques, respiration rapide, décontraction, méditation, etc. Je vais vous montrer une étude justement qui a été faite sur les techniques de la méthode de Rose juste après. Comment est-ce que se fait la respiration pendant la méditation elle-même, pendant l'exercice de méditation? Là, la respiration est libre. Ne vous préoccupez pas de comment vous êtes en train de respirer, parce que sinon ça va bloquer votre exercice. Vous avez l'objet, vous dites comment je dois respirer de façon plus profonde. Donnez juste l'indication à votre corps, respiration profonde, mais essayez de ne pas avoir l'attention sur la respiration. Sinon, ça va vous disperser plus qu'autre chose. On peut entraîner la méditation sur la respiration. La respiration est l'objet de méditation. Ça peut être un objet de méditation. C'est pas ce que je recommande au quotidien parce qu'on ne sait pas forcément si on est dispersé ou pas. La respiration déclenche tellement de sensations, elle est tellement profonde en elle-même que je préfère que vous preniez comme débutant un objet très simple. Un cercle, un carré, une image, un son, le son d'un métronome, des choses très simples. Comme ça, vous savez si vos pensées se dispersent. Je vais vous sortir ici l'étude justement sur nos techniques. C'est une étude, j'ai l'étude complète que je pourrais vous transmettre, qui a été faite justement, Pierre en parlait de Renata Cora, qui a publié son livre sur un autre regard sur la performance. Et elle a fait avec le CNRS une étude pendant un bon moment, sur 1 ou 2 ans, de 144 pratiquants de notre méthode, et d'essayer de voir la corrélation avec différentes choses. Je vais vous montrer ici un slide qui résume certains éléments, mais dans l'étude complète, il y a bien sûr plus de données que ça. Elle montre ici qu'à travers nos techniques pratiquées pendant un certain nombre de mois, on a une corrélation forte entre le temps de pratique et la qualité de vie. Le temps de pratique et la performance mentale. Ça, c'est les deux schémas que vous avez au-dessus. Mais je vous ai amené surtout ce schéma pour notre sujet d'aujourd'hui, qui sont les ondes mentales. Atteindre la méditation, ce serait atteindre
la stabilité totale des ondes mentales. Ce serait que votre graphe ici, au lieu de bouger légèrement, il fait bip, il ne bouge plus du tout. Et là, on a 3 cas. Un cas d'une personne qui suit nos techniques depuis 8 mois, un autre depuis 4 ans et un autre depuis 15 ans. Et vous voyez le graphe ici, déjà après 8 mois, c'est déjà un bon graphe, c'est intéressant. On voit à gauche, vous avez le nombre de secondes où c'est considéré, les ondes sont considérées comme actives. Donc sur 5 minutes d'entraînement de méditation, on n'a que 43 secondes d'ondes actives. C'est déjà pas mal le schéma de gauche. 1 minute 50 de neutre et 2 minutes 27 de calme. C'est déjà un bon résultat. Mais après 4 ans, on n'est plus qu'à 4 secondes d'active. C'est déjà énorme la différence entre le premier schéma et le deuxième. Et avec le troisième, après 15 ans d'entraînement, là, on n'a que 4 secondes de neutre et on est quasiment tout le temps calme. Mais ce n'est pas encore l'état de méditation qui est observé ici sur ce graphe. Ça ne veut pas dire que cette personne est capable ou pas de rentrer dans l'état. Mais ce qu'on observe ici sur ce graphe, sur cette fois où ils ont fait le test, c'est un état excellent de concentration, mais pas encore l'arrêt de l'instabilité. Et donc toutes nos techniques, globalement, vont faire ce travail-là pour nous mettre dans les bonnes conditions pour nous approcher de l'état de méditation. Est-ce que vous avez des questions dans les quelques minutes qui nous restent? Juste pour être certain, sur le dernier graphe avec les oscillations, c'était sur 5 minutes de pratique de méditation, c'est ça? 5 minutes, vraiment exercice méditation. Exercice méditation dans le sens que j'ai donné au début, de prendre une image ou un son et d'essayer d'avoir l'attention dessus. Et là, on voit justement si les ondes continuent à osciller ou si elles arrivent à rester stables. En gros, si on veut le traduire dans l'exercice sur notre objet. J'ai mon objet ici. Est-ce que je suis en train de créer de la matière mentale? Est-ce que je crée des ondes mentales? Donc, je continue à créer des informations. Ou au contraire, est-ce que je suis capable de rester parfaitement sur l'objet? Donc, il y a des appareils, des petits casques aujourd'hui, relativement bon marché, c'est accessible. On a ça comme projet d'ailleurs dans notre app, l'app que vous utilisez pour suivre les cours. Un jour, que ce soit qu'on ait un module où on puisse avoir des gadgets pour mesurer vos progrès. Ce sera l'avenir, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, je n'ai pas encore de date précise, mais ils travaillent aux États-Unis. Ils sont en train de travailler sur ce module-là, en plus d'autres modules assez sympas. Et c'est vrai que c'est encourageant quand vous voyez vraiment sur un graphe comment vous progressez en concentration, c'est sympa. Mais vas-y Pierre. Ouais, non, mais c'est impressionnant. Et c'est quoi, c'est un électroencéphalogramme ou c'est moins avancé que ça? La technologie, je peux pas te dire. J'ai déjà regardé l'appareil lui-même et leur marketing. Dans le marketing, ils t'expliquent pas comment est-ce que c'est fait. Mais ce serait intéressant en effet d'aller voir. Je pourrais te dire quel casque, je peux retrouver les références du casque qu'ils utilisent. Je sais que ça coûte, j'avais envie d'ailleurs d'en prendre un pour moi, par curiosité déjà. Ça coûte autour de 200 euros, je crois. C'est autour de ces prix-là. Donc ça reste accessible malgré tout, pour le grand public. C'est pas une machine qui vaut des millions où il faut se mettre dedans. En effet, c'est devenu un objet qu'on peut utiliser de façon assez commune. Okay. J'ai une petite question si on a une minute. Ouais, vas-y Mathilde. Dans les cours de 30 minutes, toi ou les autres personnes qui animent le cours, vous nous dites d'imaginer une forme, un objet, etc. Est-ce que, et souvent là, quand tu prends tes exemples pendant nos ateliers, tu prends ton verre et tu le mets devant. Est-ce que ce serait possible parce que je me dis peut-être que d'essayer avec un vrai objet pourrait me permettre à un moment donné d'être plus concentré dessus que il faut l'imaginer. C'est même recommandé pour un débutant. Quand je dis débutant, c'est dans les premières années, c'est pas débutant forcément des premiers jours. C'est même recommandé de faire plutôt avec quelque chose, si c'est difficile d'imaginer. En fait, si on veut savoir si c'est plus facile de se concentrer sur une image ou sur un son, il faut mettre les deux exercices à un pied d'égalité, parce que si je vous dis imaginez un cercle et concentrez-vous, vous me dites ah ça a été difficile, et ensuite je vous mets un son
et vous avez réussi à vous concentrer. Mais dans le cas du son, je ne vous ai pas demandé d'imaginer le son. Donc si on voulait mettre les deux exercices sous le pied d'égalité, il faudrait soit les deux les imaginer le cercle et imaginer le son du métronome, ou alors, à l'inverse, faire les deux dans l'autre sens. C'est-à-dire avoir le son déjà présent et avoir mon objet. C'est pour ça que je vous partage l'image d'un cercle, l'image d'un triangle, l'image peu importe, et je la mets sur l'écran. Ça permet aux débutants de regarder devant lui et ensuite de pouvoir fermer les yeux. C'est plus facile en fermant les yeux malgré tout parce que ça va éviter toute la dispersion énorme visuelle. On a tellement d'informations autour de nous. Mais j'ai du mal à garder l'image en fait en fermant les yeux. Pour ça, je me disais, tiens, pourquoi pas avec un objet à juste voir. Dans ce sens-là, l'idéal, c'est d'avoir l'objet devant toi. Tu le regardes bien, tu fermes les yeux, tu essaies de rester concentré. À chaque fois que tu le perds, tu rouvres les yeux. Parce que rester que ouvert, ça va être beaucoup plus difficile de savoir si tu restes concentré ou pas. Okay. On peut avoir la sensation qu'on est concentré parce qu'on fait une forme d'abstraction des sens, qui est le premier niveau de concentration. C'est-à-dire qu'on commence à voir flou autour. On voit plus que cet objet-là, c'est un bon signe. Mais à quel moment est-ce qu'on arrive vraiment à augmenter ce niveau de concentration à partir de là? Avec les yeux ouverts, c'est plus difficile. Avec les yeux fermés, on en a une perception plus claire du moment où nos pensées dévient. Très bien. On va terminer ici notre atelier. Je vous transmettrai les thèmes de juillet-août. On va prévoir un petit programme spécial pour juillet-août. Et en septembre, on démarrera un grand cycle annuel avec un certain nombre, beaucoup de thèmes qu'on a déjà traités ensemble. Mais juillet-août, je vais réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire. Il y a toujours la dynamique pour Pierre qui nous rejoint. C'est une semaine un atelier avec du contenu, une semaine coaching de groupe. Dans le coaching de groupe, vous amenez vos propres questions et l'objectif, c'est de mettre en pratique. Est-ce que vous arrivez à mettre en pratique ou pas au quotidien? C'est plus sous la forme d'un échange. Et les ateliers, eux, ils sont assez variables sur les thèmes de concentration, d'émotion, de physique, etc. Parfois, on a beaucoup de participants dans certains ateliers parce que c'est fait en partenariat avec différentes personnes, etc. Mais donc vous avez toujours le temps aussi du coaching de groupe pour échanger de façon plus individuelle. Du coup, merci pour votre attention.